Aimer est-ce se perdre? C'est le sujet qui a été proposé aux élèves de prépa HEC. Alors, dans un premier temps, il s'agissait bien évidemment de s'intéresser à la polysémie du verbe se perdre. On pouvait entendre se perdre au sens de s'abandonner à perdre connaissance, perdre pied, être dépossédé de soi, devenir étranger à soi. Se perdre, c'est également être désorienté, égaré, troublé, se fourvoyer, se tromper, être absorbé entièrement par quelque chose. Il était intéressant d'envisager la nuance morale du verbe, au sens où se perdre, c'est aussi être ruiné en réputation, déshonoré, corrompu, perdre son âme, être damné, courir à sa perte, voire même mourir. Il était possible de proposer en problématique les questions suivantes. Aimer, n'est-ce pas se perdre pour mieux se retrouver? Dans quelle mesure aimer est-il un acte qui nous révèle à nous-mêmes? Dans un premier temps, il s'agissait de répondre à la question proposée par le sujet « Dans quelle mesure aimer est-ce se perdre ?» Se perdre, c'est s'abandonner à, être privé provisoirement de quelque chose. Aimer, c'est se perdre au sens où aimer, c'est perdre pied. L'amour se caractérise essentiellement par une absence de maîtrise de soi. L'amour apparaît d'ailleurs comme l'un des rares moments où la conscience ne se voit pas agir. Ainsi, c'est l'amour qui nous perd, s'empare de nous. Aimer semble être d'abord le fait d'une surprise, d'un dessaisissement de soi. L'amour est comme un état d'inamoramento, il est de l'ordre de la ferveur, de l'exaltation. Les transports de l'amour sont de l'ordre de la transe. L'amour apparaît comme ce mouvement irrépressible, absolument réfractaire aux lumières de la raison. Edgar Morin d'ailleurs conçoit l'amour comme cet état second qui nous envahit dans la ferveur, l'exaltation. De même, Stendhal écrit au sujet de l'amour que l'amour est comme la fièvre, il naît et s'éteint sans que la volonté y ait la moindre part. Ainsi, aimer, c'est se perdre au sens où l'amour est vécu comme quelque chose d'irrésistible, de fatal. Aimer, c'est être privé de sa raison et de sa volonté. Se perdre pouvait s'entendre aussi au sens de ne plus être capable de s'orienter, être comme égaré. Ainsi, aimer, c'est se perdre au sens où aimer, c'est s'aveugler. L'amour et l'imagination, rappelons-le, apparaissent comme les deux faces d'une seule et même réalité. L'imagination est une illusion dangereuse qui consiste à sublimer l'objet de ses désirs, à ne plus voir ses traits réels, en conséquence de quoi, d'ailleurs, aimer pourrait signifier comme une sorte de mise à l'écart de la raison, au profit d'une lecture idéalisée du réel. Ainsi, aimer, c'est se perdre au sens où l'amour repose sur la production d'une fiction. Kant écrit que celui qui est passionnément amoureux devient inévitablement aveugle aux défauts de l'objet aimé, ou encore on pouvait reprendre cette phrase de Swann à la fin de l'œuvre, « Dire que j'ai gâché des années de ma vie, que j'ai voulu mourir, que j'ai eu mon plus grand amour pour une femme qui ne me plaisait pas et qui n'était pas mon genre », ce sont là les derniers mots du roman. Se perdre, c'est aussi être absolument, entièrement absorbé par un objet. On se perd dans quelque chose. L'objet aimé, l'objet admiré retient dès lors seule l'attention de celui qui est comme entièrement absorbé par lui. La passion, en effet, se manifeste par une polarisation de la psyché sur un seul objet et qui conduit d'ailleurs à l'indifférence de tout le reste. Aux yeux de l'amoureux, c'est l'univers tout entier qui se trouve soudain comme dévalorisé. Proust écrit d'ailleurs qu'on n'aime plus personne dès qu'on aime. Durkheim, quant à lui, déclare que l'individu se désintéresse de lui-même, s'oublie, se donne tout entier. Se perdre, c'est aussi être dépossédé de soi, devenir même étranger à soi. Aimer, c'est se perdre au sens où aimer, c'est perdre l'esprit, perdre la raison. L'amour-passion renvoie toujours à un amour que l'on subit, impuissant à faire intervenir la raison, la volonté. L'individu est aliéné par sa passion, il n'est plus maître de ses actions. La passion est cette puissance fatale qui écrase les individus au même titre que le destin. Et si la passion d'ailleurs est souffrance, c'est précisément parce qu'elle constitue une expérience qui est celle de la dépossession. La passion est ce moment où un désir passager est soudain devenu capable de se subordonner l'ensemble des désirs jusqu'à imprimer sa marque à la personnalité tout entière et devenir même d'ailleurs le seul et unique mode de rapport au monde. La passion, écrit Kant, est une maladie de l'âme qui résiste à tous les moyens thérapeutiques. Si aimer, c'est se perdre, c'est parce qu'aimer constitue une atteinte à la liberté
et à l'empire de soi. Aimer, c'est se perdre, au sens où l'amour conduit à une défaite du vouloir. Je me livre en aveugle au destin qui m'entraîne, déclare Oreste dans Andromaque. Se perdre, c'est aussi être diminué, être anéanti. Aimer, c'est se perdre au sens où aimer, c'est souffrir jusqu'à s'éteindre progressivement. Aimer, rappelons-le, est une affection triste qui nous diminue notre puissance d'agir et qui nous appauvrit. Le mélancolique est en proie à une sorte de fatigue existentielle. Lévinas, analysant le concept de rémanence, nous dit au sujet du mélancolique qu'il meurt d'un mourir incessant, mais sans jamais mourir véritablement. Enfin, on pouvait envisager le verbe « se perdre » au sens moral du terme, c'est-à-dire être déshonoré, perdre sa réputation, être corrompu, perdre son âme, être damné. Et en ce sens, le sujet pouvait prendre une dimension morale qu'il était important de souligner. À l'image peut-être de la jeune Cécile de Volanges dans Les Liaisons dangereuses, qui est perdue par Valmont, un libertin sans scrupules, et qui n'aura d'autre choix d'ailleurs que de retourner au couvent. Et on pouvait reprendre aussi l'étymologie du verbe séduire, seducere en latin, qui signifie détourner de la route, détourner du droit chemin. On comprend dès lors qu'il n'y a pas de séduction innocente. Séduire, justement, c'est perdre l'autre, vouloir perdre l'autre. Si aimer c'est se perdre, c'est parce que l'amour justement est de l'ordre de la corruption. Aimer en ce sens serait une faute qui nous ferait courir peut-être le risque de la damnation, à l'image d'ailleurs de Francesca da Rimini, de Paolo Malatesta, les héros du chant 5 de l'enfer de Dante, représentés d'ailleurs par Rodin dans Le Baiser. C'est l'amour qui nous perd, au sens où l'amour nous s'enracine dans un affranchissement des valeurs établies par la raison, la société, la morale. L'amour nous perd car l'amour n'obéit pas à l'ordre social. Dès qu'il apparaît, il brise les barrières et les transgresse. Enfin, aimer, c'est se perdre, au sens où l'amour peut même nous conduire aux frontières de l'humain et de l'inhumain, à l'image de Médée qui incarne la fureur sanglante et la puissance destructrice de la passion. Aimer, c'est se perdre, ou bien plutôt d'ailleurs courir à sa propre perte. Aimer est mortel. Dans un deuxième temps, il s'agissait de déconstruire le sujet et de se demander si on ne pouvait pas envisager l'idée d'une perte volontaire, c'est-à-dire d'une perte choisie, d'une perte désirée. Au sujet d'Emma Bovary, Flaubert écrit « Elle entrait dans quelque chose de merveilleux, où tout ne serait que passion, extase, délire. » De même, Kant évoque une jouissance de l'aliénation. Le passionné, écrit-il, trouve son plaisir et son contentement dans le sentiment de servitude. Ainsi, la passion fait souffrir, mais paradoxalement, le passionné ne veut en aucun cas être guéri, être libéré de sa souffrance, car elle fait désormais partie de lui. Ainsi, aimer fait souffrir, mais l'amour est aussi amour de la souffrance. Le sentiment amoureux est profondément ambivalent dans la mesure où il mêle bonheur et souffrance. On observe comme une sorte d'exaltation de la souffrance qui nous conduit à nous demander si l'amour ne serait pas amour de la souffrance, comme s'il y avait un plaisir à se voir souffrir. En conséquence de quoi, la souffrance ne serait pas seulement le prix à payer de l'amour, mais bien sa finalité. La souffrance comme but à atteindre. La religieuse portugaise, d'ailleurs, n'hésite pas à encourager son amant à la faire davantage souffrir. « Adieu, aimez-moi toujours et faites-moi souffrir encore plus de maux », lui écrit-elle. De même, analysant le mythe de Tristan et Iseux, Denis de Rougemont montre que l'amour est avant tout amour du malheur, amour de la souffrance. Les amants ne s'aiment pas, ce qu'ils aiment fondamentalement, c'est la brûlure que provoque l'obstacle. Ils chérissent leur tourment. Denis de Rougemont écrit « Quel est le vrai sujet de la légende? La séparation des amants, oui, mais au nom de leur passion, et pour l'amour de l'amour même qui les tourmente, pour l'exalter, pour les transfigurer, au détriment de leur bonheur et même de leur vie. » Si aimer, c'est courir à sa perte, on peut donc aussi aimer la perte elle-même. En effet, l'amour n'est pas seulement amour de la souffrance, mais aussi amour de la mort qui transfigure l'amour. Encore une fois, Denis de Rougemont, toujours au sujet du mythe de Tristan et Iseux, écrit « Nous avons besoin d'un mythe pour exprimer le fait obscur et inavouable que la passion est liée à la mort. » Il s'agirait donc
par la mort de faire de l'amour une religion. Or, toute religion apparaît comme un sacerdoce et elle exige le sacrifice de ses fidèles. Pourquoi aimer, c'est aimer aussi sa perte, dans la mesure où aimer, c'est brûler d'amour jusqu'à en mourir. Enfin, si on peut éprouver un amour de la perte elle-même, si cette perte peut être voulue, choisie, désirée, c'est peut-être parce que l'amour nous permet d'échapper au sentiment de déréliction. Aimer donnerait en quelque sorte une raison de vivre. Ainsi, aimer est une perte, mais une perte qui paradoxalement a du sens. Aimer est un tourment, mais comme le rappelle Grimaldi dans les Métamorphoses de l'amour, c'est la seule et unique justification de l'existence, sa plus bouleversante intensité, sa presque et unique joie et son constant, son obsédant tourment. Ainsi, aimer est une perte, mais une perte qui nous donnerait des raisons de vivre, des raisons d'exister, une perte qui permettrait d'introduire du sens malgré le non-sens, d'échapper ainsi au sentiment de contingence et de déréliction. Enfin, dans un dernier temps, il s'agissait de répondre à la question posée par le sujet en proposant le paradoxe suivant. Aimer, n'est-ce pas se perdre pour mieux se retrouver? Dans quelle mesure aimer est-il un acte qui nous révèle à nous-mêmes? Il était important dans l'analyse du sujet de relever la contradiction entre les termes du sujet. En effet, il ne s'agit pas d'amour, mais bien du verbe aimer à l'infinitif. Par conséquent, il ne s'agissait pas de penser l'amour sous le signe du pathos, du sentiment, mais bien au contraire sous le signe de l'acte, c'est-à-dire sous le signe de la praxis. L'amour, évidemment, consiste à se perdre dans la mesure où l'amour-passion renvoie toujours à un amour que l'on subit, impuissant, nous l'avons vu, à faire intervenir la raison ou encore la volonté. Cependant, placer l'amour sous le signe de l'infinitif consiste justement à définir l'amour comme un acte. Il s'agissait donc d'opposer l'amour-passion à l'amour-action. Entre le fait d'aimer et celui d'être amoureux se dessine donc dans ce sujet comme le passage d'un état à un acte. Aimer ne revient pas seulement à être touché par, mais bien à tendre vers. En ce sens, aimer, ce n'est pas se perdre, mais bien au contraire se retrouver. À partir du moment où on envisage l'amour sous le signe de l'infinitif, par conséquent, on pense l'amour sous le signe de l'acte et de la praxis, et on conçoit par conséquent en quoi aimer, ce ne serait pas se perdre, mais bien au contraire se retrouver. En effet, aimer à l'infinitif, c'est aimer au sens d'acte, et aimer au sens d'acte prouve que l'amour relèverait de notre liberté. Le verbe aimer nous invite en effet à envisager l'amour comme un choix qui relèverait de notre volonté. Je décide d'aimer. Parler d'un acte d'aimer, c'est montrer que ce sentiment, justement, n'est pas subi. Il n'est pas en nous la pente d'une inclination, mais bien au contraire, l'élévation d'un effort. Aimer quelqu'un, écrit Erich Fromm, ne relève pas seulement de la puissance du sentiment, mais d'une décision, d'un jugement. Ainsi, aimer, ce n'est pas se perdre, mais au contraire se retrouver, dans la mesure où il faut du courage pour aimer. Aimer est un acte qui nous révèle à nous-mêmes. Aimer est un travail long et difficile. En ce sens, aimer ne nous perd pas, mais au contraire nous révèle à nous-mêmes. Erich Fromm non seulement ne voit aucune contradiction à définir l'amour comme un acte, mais il considère même d'ailleurs que peu d'actes exigent autant de responsabilité et de capacité de discernement que l'amour. C'est donc dans l'apprentissage de l'amour que l'homme se révèle à lui-même. Erich Fromm souligne dans L'art aimé que l'amour exige un travail quotidien et un dévouement. Et je pense que c'était ça le cœur de la réflexion, de souligner que c'est dans l'apprentissage de l'amour que l'homme se révèle à nous-mêmes. L'amour-passion nous perd. Par contre, aimer, c'est-à-dire l'amour pensé sous le signe de l'acte et de la praxis, nous permet au contraire de nous accomplir, de nous réaliser et de nous révéler à nous-mêmes. Aimer, en ce sens, ce n'est donc pas se perdre, c'est-à-dire être anéanti, mais au contraire gagner en intensité. L'amour comme acte nous enrichit. Aimer, c'est se réjouir. Aimer, c'est vivre. Aristote écrit lui-même qu'aimer, c'est se réjouir. L'amour pensé à l'infinitif nous apparaît donc bien comme étant simultanément et de façon indissociable puissance d'affirmation de la vie et puissance d'agir. Enfin, il était intéressant dans ce sujet peut-être de terminer notre étude par une réflexion sur l'amitié.
Est-ce que ce ne serait pas justement l'amitié, par opposition à l'amour-passion, qui, loin de nous perdre, au contraire, aurait cette capacité à nous révéler à nous-mêmes? Pourquoi l'amitié a-t-elle cet extraordinaire pouvoir de nous révéler à nous-mêmes? Parce que justement l'amitié se réalise dans le rencontre et dans le dialogue, et c'est ce qu'on entend d'ailleurs par la notion de philia chez les Grecs, la philia qui consiste dans l'art de parler ensemble, de penser ensemble. L'amitié se réalise dans la rencontre, qui elle-même se réalise dans l'échange de paroles. Qu'est-ce que dialoguer avec l'autre? C'est s'adresser à lui, le considérer comme un tu et le laisser s'adresser à moi en retour. En ce sens, le dialogue nous permettrait de nous confirmer en tant que personne. Et c'est peut-être pour cette raison d'ailleurs que Martin Buber, dans son ouvrage « Le je et le tu », écrit qu'au commencement est la relation. On aurait très bien pu traduire en disant qu'au commencement est l'amitié. L'amitié a le pouvoir de nous révéler à nous-mêmes, au sens où la rencontre, le dialogue, confirme les êtres en tant que personnes. Ainsi, nous comprenons que la relation rendue possible par l'amitié est au fondement de toute conscience de soi. C'est dans la rencontre que nous nous révélons à nous-mêmes, au sens où, dans la rencontre, nous prenons conscience de nous comme subjectivité. À l'issue de la rencontre, d'ailleurs, écrit Martin Buber, la personne est changée, elle a évolué par le dialogue avec l'autre être humain, et c'est ce qu'il exprime d'ailleurs par la notion de revirement. Et c'est peut-être aussi d'ailleurs pour cette raison, rappelons-le, que Francis Wolff écrit que seule l'amitié dessine une relation. L'amour-passion n'est pas une relation, seule l'amitié dessine une relation, et c'est pour cette raison que l'amitié accomplit l'amour, en ce qu'elle rend possible la reconnaissance mutuelle des êtres comme des personnes, et cette reconnaissance mutuelle est rendue possible et accomplie par le dialogue. Enfin, il y avait un dernier sens du verbe « se perdre » que nous pouvions souligner. Se perdre au sens de se dissiper, s'effacer, renoncer à soi. Se perdre au sens de se détacher de soi. Un détachement de soi qui d'ailleurs peut même conduire jusqu'au sacrifice. Et si aimer c'est se perdre, c'est peut-être parce que aimer consisterait, en tout cas l'amour pur, l'amour véritable, consisterait justement à se détacher de soi, à renoncer à soi pour entrer en contact avec l'autre. Moins il y a d'être et plus il y a d'amour, écrit Jean Kelevitch dans Le paradoxe de la morale. Ainsi, l'amour me pousserait à dépasser mon égocentrisme, à ressentir comme une douleur insupportable le fait de n'exister que pour moi. L'amour serait un désir, mais un désir tourné vers l'autre, un désir qui conduit à l'oubli de soi, au sacrifice, au détachement. Et c'était intéressant effectivement d'achever notre analyse sur cette dernière nuance du verbe se perdre au sens de se dissiper, s'effacer, renoncer à soi, peut-être même se détacher de soi. Paradoxalement, l'amour se réaliserait alors dans l'expérience de son propre retrait. L'amour deviendrait dès lors ouverture à l'autre et se réaliserait par conséquent dans l'élan du cœur et la générosité. « Ah, que pour ton bonheur je donnerais le mien », déclare Cyrano à Roxane. Cyrano, lui qui est capable justement de ce détachement, celui qui aime sans rien attendre en retour, sans attendre d'amour en retour. Ainsi, aimer c'est se perdre au sens où l'amour ne peut prendre naissance que dans un total abandon de soi. Aimer c'est peut-être tout simplement, comme le rappelle Simone Weil, réaliser que d'autres êtres existent. En ce sens, l'amour véritable, l'amour pur serait pensé comme une diminution, une faiblesse, un renoncement, une abdication, à l'image de Dieu lui-même qui a renoncé à la toute-puissance par amour.